So the promise I can make is that at Full Gear, I will give you everything. I will give you my heart, I will give you my soul, I will give you every fiber of my being, I will give you my blood, I will give you my sweat, and one way or the other, I feel like I may give you my tears. The one thing, though, that I am 100% sure about is that at Full Gear, I will give you cowboy shit! Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast. Eh bien aujourd'hui nous sommes à 3, los tres ou le trio de los amigos de la muerte del final edition, et avec moi j'ai un retour vous l'attendiez tous, Raphaël. Bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. Voilà, qui brave l'énergie et le parfois même le manque de sommeil, nous dirait-on dans l'oreillette, et il est avec nous. On en profite pour faire un coucou intersidéral à Laure également, qui est comme toujours dans nos cœurs. Et j'ai avec moi également Félix. Salut. Et on va vous parler, avec moi-même, votre hôte, que je n'oublie pas de me présenter, Mehdi, de notre review. C'est tout frais, c'est tout chaud, on l'a vu un peu plus tôt dans l'après-midi, de Full Gear. Donc le dernier show, dernier pay-per-view, si on appelle encore ça comme ça, oui, toujours, donc de l'AEW. Et bah écoutez, on va commencer par le commencement. Est-ce qu'on commence par une impression générale globale ? Est-ce que on se lance directement sur les matchs, succession de matchs les uns après les autres ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je tends les micros, je vous laisse vous en saisir. Petite impression globale pour commencer, donner la température un petit peu de ce qu'on a ressenti. Dis-nous tout. Moi, j'ai bien kiffé. Bon, alors après, j'ai vu ça dans des circonstances un peu particulières, comme je vous ai dit. Peut-être on reparlera de la durée, tout ça. Oui. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé. Moi, j'étais très, très diverti par ce show. Okay. Mais voilà, à vous. Super. Et juste pour les auditeurs, donc tu regardes, t'arrives à voir l'AEW, donc Dynamite et ou Rampage toutes les semaines, ou enfin comment ça se passe ? Ouais. Alors on galère, donc Laure et moi, on galère un petit peu parce que ça fait comme voilà, donc on est jeunes parents, tout ça, donc il y a beaucoup de temps pour notre fille, mais on essaye quand même de toujours être à jour. Donc Dynamite et Rampage. Moi, j'ai un petit peu laissé tomber Rampage depuis une semaine parce que c'est vraiment... Parce qu'on regarde aussi de la GCW en parallèle et des séries et des films. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc là, Rampage, moi, je vais me calmer même si c'est pas très long, ou alors je verrai peut-être sur ma pause midi. Et donc, on arrive toujours à être plus ou moins à jour, même si des fois, on accumule un peu de retard. Mais donc voilà. On essaye d'être à jour. Okay. Par contre, je regarde pas Being the Elite, les Countdown, tous les trucs, tous les à côté, ça, j'ai vraiment pas le temps. Que le principal, quoi. Ouais. Bah, c'est ça qui compte. Moi, mon impression sur le show, comme on en parlait avec Mehdi juste avant d'enregistrer, plutôt bon feeling à la sortie. Mais voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de hype pour ce show. Peut-être, je sais pas si c'est plus ou autant ou moins
que pour All Out, parce que All Out, il y avait d'autres enjeux. Il y avait le premier match de CM Punk, il y avait les possibles arrivées de Bryan Danielson, Adam Cole, et finalement qui se sont arrivés. Et donc j'avais beaucoup de hype, surtout qu'il y avait un main event très attendu. Mais voilà, donc ça a plutôt bien marché dans l'ensemble, mais c'était pas non plus le climax du catch. Plus nuancé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pay-per-view solide, moi je dirais. Ça résume très bien, à mes yeux, ce Full Gear, mais évidemment, on va rentrer dans le détail. Alors après, moi je dirais pas dans mon ressenti que c'était autant attendu, parce que tu l'as reprécisé par rapport aux attentes de CM Punk et de notre cher Danielson, mais le truc c'est Danielson, comme tu aimes à l'appeler, comme ça on évacue la blague tout de suite. mais en gros, je pense que ce qui était vraiment attendu et que c'était plus un fil rouge qu'une des attentes un peu globales réparties partout, c'était évidemment le main event par lequel on terminera, Hangman Page face au champion en titre, Kenny Omega. On va se lancer. Oui, excuse-moi. Il y avait quand même pas mal de hype sur plusieurs gros matchs aussi, genre MJF Kingston. Même si la storyline n'est pas vieille, enfin, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait beaucoup de hype sur celui-là. Et sur Miro, MJF Darby Allin, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit MJF Kingston. Kingston CM Punk. Kingston CM Punk, ouais, d'accord. Ok. Ouais, je mélange tous les matchs. Mais ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Celui-là, et donc, est la finale de l'Eliminator Tournament aussi, quand même, Miro Danielson. Ouais. Ce que j'ai cru dire un peu quand tu regardes un peu sur net par-ci par-là, j'avais l'impression que les gens attendaient pas mal ces deux matchs en plus du main event, évidemment. Oui, c'est plus, je pense, une aura globale quand je disais que c'était pas aussi attendu que des arrivées, forcément. Mais on va pas comparer l'incomparable, tu fais bien de le souligner plutôt sous cet angle-là. On va commencer, vu que Félix nous a préparé, et je le cite, on n'est jamais mieux servi que par soi, la carte sous vos yeux, en tout cas les nôtres ébahis, et on a effectivement une première entrée en date, mais tu vas même... alors c'est pas, je dis pas, dit comme ça fait un peu le mec qui fait patate chaude, mais c'est simplement que ce sera plus pratique, parce qu'aujourd'hui, on vous le dit rapidement, vous le ressentirez peut-être en termes dynamiques du côté de Félix et moi-même, ayant eu un souci avec mon enregistreur habituel, nous n'avons pas chacun notre micro. C'est pas un problème du côté de Raphaël, qui pourra réagir de manière dynamique, comme on le connaît et comme on l'aime tant, mais ce sera peut-être un chouïa moins fluide avec des micro-temps de transition, donc voilà. Ah, tu couperas tout ça au montage, de toute façon. Ou pas. Donc oui, on commence. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, Raph, mais il y avait le tag team match féminin dans le pré-show. Le pré-show, j'ai pas regardé le pré-show. D'accord. Et donc il y avait en tag team, il y avait Hikaru Shida et Thunder Rosa contre Jamie Hayter et Nyla Rose, avec Shida et Rosa qui sont victorieuses. C'était un match un peu promotionnel pour le TBS Championship Tournament, qui continue inlassablement à l'AEW. J'imagine que la finale, ce sera peut-être le premier show le 5 janvier, le premier show de Dynamite sur TBS, quand aux États-Unis le show changera de chaîne. Il reste dans le même groupe médiatique, mais il change de chaîne tout simplement. Rampage, lui, restera sur TNT. Voilà, et puis dans le pré-show, on avait aussi un petit truc avec Dante Martin, où tout le monde essaye de le recruter, mais lui, il va rester avec son poteau Lio. Et ensuite, on enchaîne sur le premier match. Juste avant, j'avais une question pour vous deux. Est-ce que vous pensez que, comme ils ont pu le faire récemment dans ce fameux show de Power, j'ai oublié malheureusement le nom, Empowered, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'ils vont marquer le coup en faisant un show intégralement féminin le jour de cette première? Je pense que ça me paraît un peu gros, pour assurer, surtout sur une nouvelle chaîne. Ouais, toi aussi, Raphaël, tu disais ça comme ça? Ouais, je pense pas. En plus, leur roster, enfin voilà, tout le monde le dit tout le temps, mais leur roster féminin, il est quand même pas super solide, à mon sens. Et je pense qu'ils le savent au final, et non, ça m'étonnerait. Ouais, justement, Tony Khan, il a dit des petites choses en conférence de presse pré-pay-per-view. On lui a posé la question, est-ce que pour lui, la division féminine, ça restait la faiblesse de la Fédé encore aujourd'hui? Et il disait, non, pour moi, on continue de recruter des gens, Ruby Soho et compagnie, Jamie Hayter, pour justement combler le manque.
Ça se fait progressivement et puis il parle du TBS Championship qui va donner un peu plus de temps à l'antenne au final aux catcheuses. Et il disait notamment que bah ouais, il avait envoyé plein de catcheuses pour ce show NWA là, Empower, qu'il les avait payées parce que normalement quand on prête entre guillemets des catcheurs ou des catcheuses, c'est la promotion qui les reçoit qui traditionnellement paie pour tout ce qui est avion et qui paie leurs performances. Et là, c'est lui qui s'est proposé de les payer. Et il a dit que, à son sens, la NWA, donc de Billy Corgan, hein, de Smashing Pumpkins, la NWA n'avait pas assez communiqué sur le fait que c'est lui qui avait payé. Bon, c'est un peu. Et c'est un peu ambivalent de dire je le fais et puis de venir dire quand même, ce serait bien que tu le soulignes, mec. Ouais, c'est ça, c'est un Ouais, peu. il trouve qu'il n'y a pas eu trop de retour d'ascenseur, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, mais. Bon, après, on s'éloigne un peu du sujet aussi. Oui, mais c'était histoire d'en parler avec vous. Ouais. Mais en tout cas, pour l'idée du show 100% féminin, peut-être pas pour TBS, parce que je pense qu'ils veulent mettre tout pour faire une bonne première. Mais un show 100% féminin, je pense que ça peut se faire. Je pense que c'est un truc qu'ils auront envie de faire, ne serait-ce que pour marquer le coup, pour... voilà, je sais pas, peut-être pour recruter d'autres personnes, pour mettre en avant des catcheuses, parce que mine de rien, il y a aussi des catcheuses à la l'AEW qu'on voit plus, enfin en tout cas plus à Dynamite ou à Rampage, genre... Oui, c'est vrai, on en parlait avec Laure, effectivement. Genre, vous avez des nouvelles de Big Soul? Ouais, voilà, par exemple, bah, elle continue de catcher à Dark et compagnie, mais c'est tout. Ah ouais? J'ai même plus l'impression de la voir dans les petits bandeaux des résultats de Dark et de Elevation. Ouais, peut-être qu'en ce moment elle catch moins, mais en tout cas, elle est toujours là. Donc, il y en a d'autres, hein, Layla Bah, Hirsch. ils avaient commencé à builder, ouais, bah Layla Hirsch, exactement. Ils avaient commencé à la builder et pareil, elle a disparu. Enfin voilà. Bon. C'est pour ça, moi, je me demande, j'ai la même l'impression qu'ils ont pas foi dans leur division féminine des fois, quoi. Non, mais on sent quand même qu'ils essayent de pusher certaines. Enfin, Jade Cargill, par exemple, c'est l'exemple Oui, le oui, plus ça. flagrant. Mais il y en a d'autres, je pense. Bah, et puis Britt Baker, il continue de la considérer comme une star, quoi. Donc ça, c'est Ah oui, non, plutôt mais après, je dis positif. pas que Mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est qu'ils pas. l'abandonnent non plus leur division, mais tu sais, il y a quand même qu'en général un match féminin par show, Ouais, Dynamite, ouais. Ça, c'est un Rampage, il y peu. en a pas tout le temps. Ça, c'est un peu regrettable. Je suis d'accord. Faudrait qu'il passe à 2 matchs par pay-per-view et puis deux storylines, quoi, au moins. Enfin, c'est le minimum, quoi. Ouais, ouais, puis des trucs un peu plus solides que Bunny qui met des coups de comment ça s'appelle, de points américains. Ouais, c'est ça. Mais après, ça, c'est un autre débat. Mais il y a quand même beaucoup de redondance au niveau narratif et créatif, hein. Le booking est bon, enfin, le matchmaking est bon. On a des super matchs à chaque fois. Les choses sont fluides. Mais c'est un peu toujours les mêmes séquences, les mêmes segments. C'est machin qui commence une interview puis qui se fait taper dessus. Enfin, voilà, quoi. Bah après, bon, c'est un autre sujet, comme tu nous disais, Raph. On passe au premier match, comme suggère Mehdi. MJF contre Darby Allin. C'est la moitié des Four Pillars of AEW. Les deux principaux, d'après MJF. Eh oui, bah oui, forcément qu'ils se mettent dedans. Qui était en rose dragé, parce qu'on aura un autre teint de rose plus tard dans la soirée. Contre Darby Allin, seul d'ailleurs. Enfin non, oui, même MJF était seul. Il n'y avait pas Sting, enfin en tout cas pas au début du match. Ouais, Sting l'a accompagné au début de la rampe et Ah oui, c'est vrai. il a checké et c'est reparti. C'est vrai. Et MJF qui l'emporte, voilà, avec Ah oui, un petit pas peu de d'aide. suspense, voilà, on le dit. Avec un petit peu d'aide. Voilà, qu'est-ce que t'en avais pensé, Raph? J'ai surkiffé moi, ce match par rapport à tout ce qui. La storyline qu'ils ont construit, ça fait quoi, au moins un bon mois, je pense qu'ils sont dessus. Hmm. Avec le côté MJF qui essaye de briser, machin. De toute façon, ton problème, c'est le catch. Tu sais, tu peux pas catcher aussi bien que moi, tout ça. Et tout le début du match où tu vois Darby Allin, pardon, Darby Allin justement, qui il le out-wrestle pas, mais il est. Tu vois qu'ils sont au même niveau avec toutes les prises miroirs qu'ils font. Beaucoup de mat wrestling pour ouvrir le show, ça m'a bien fait plaisir ouvrir le match. J'ai beaucoup aimé ce combat.
Bon, après, on va peut-être pas faire non plus comme on dit, prise par prise, quoi. Non, bien sûr, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ça montait vraiment crescendo. Ouais, voilà, c'est Euh, ça, crescendo, Mat Wrestling, après ouais, MJF qui fait son MJF de toute façon et qui gagne avec un coup de pute, avec un coup de bague, sa fameuse bague en diamant, là. bah oui, oui, c'est vrai que ça reste vraiment un élément fil rouge pour MJF. Mais Ouais, c'est clair. qui gagne avec sa bague, mais qui gagne avec une prise de catch, un headlock. Oui, oui, ce qu'il avait dit d'ailleurs, qu'il allait le battre Bah ouais, voilà. avec un headlock. Mais oui, je pense qu'on a à peu près dit l'essentiel. En général, vous savez, sur le catch à casque, on fait pas inutilement long et que dans ces cas-là, on vous dit allez voir le match. Là, je pense que c'est vraiment ça, Raphaël, à peu près tout résumé, que ce soit dans la construction de la rivalité, que ce soit dans le côté alpha, oméga, ombre et lumière des deux personnages. Enfin, surtout comment MJF s'autoproclame, lui, du côté de la lumière, on va Et dire. sans Euh, oublier comme aussi l'histoire qu'il raconte dans le match avec MJF qui se fait mal au genou tu sais, il fait des gros assauts Ouais, sur Aline et il se fait mal au genou sur un backbreaker. Et et tu l'oublies un peu pendant un moment, et ça revient après, je sais plus sur quel move. sur un tombstone il se pile il driver. se prend la. Comment? Sur un tombstone pile driver sur le, Ah oui, le bas-côté. sur l'apron. Ouais. Et ça que ça a suivi, au final, ça a pas tant joué que ça, mais quand même qu'il se soit fait chier à raconter un truc comme ça tout le long du match, j'ai trouvé ça cool. Et un autre truc aussi qui m'a étonné, alors ça, pas par rapport au catch, mais par rapport à la foule, c'était 50-50 au encouragement Darby Allin et MJF, quoi. Ouais, on l'a noté nous aussi quand on a. Ça m'a vachement étonné. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est le public de. C'était dans quelle ville déjà? Alors, c'était au Target Minneapolis. Center de Minneapolis. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près un peu plus de 10 000 personnes, voilà, pour vous donner une Ouais. idée. Alors là, ça m'a bien fait marrer d'entendre autant de gens acclamer MJF aussi fort, quoi. Ouais, ça nous a étonné nous Ce aussi. ce sera pas le seul match aussi où il y aura un truc comme ça. Ouais, exact. Et Mehdi le soulignait quand on regardait, on oublie souvent que MJF, finalement, c'est un tueur au micro, mais c'est aussi un tueur dans le ring, quoi. Il est Ben oui, hyper ouais, technique. il fait le minimum syndical de son un match par mois. C'est ça. Wesh, un mec de Dark et C'est du exactement coup, ça, c'est vrai ouais. on voit pas ça. Ouais, le gars est génial sur tous les angles. C'est le full package. C'est le full package, le total package. Bon, ça, c'est Lex Luger, mais bref. Alors, attends, il y a Mehdi qui veut le micro. C'est simplement qu'on a oublié un petit truc, mais qui est quand même assez cher dans nos cœurs, à moi et à Félix, c'est que sur le match d'ouverture, il y avait quand même une continuité de la rivalité entre Hikaru Shida et Serena Deeb, qui a été en train de la taunt tout au long du match. Donc ça a quand même son importance vu la qualité des matchs qu'elle nous livre depuis là 2 fois, et donc troisième épisode à venir. Donc on continue ou non, tu voulais rajouter give me that. C'est moi qui finis. Non, je rigole. Mais oui, non, mais pour Serena Deeb et Shida, c'est cool que ça soit pas fini. Moi, j'imagine bien un premier Iron Woman match à la EW entre les deux. Ça serait vraiment cool. Parce qu'il y en a deux qui peuvent le faire, je pense que c'est les deux. Et puis pareil pour MJF, Darby Allin, on sent bien que c'est pas terminé, quoi. Ah oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question aussi. Est-ce que vous seriez chaud que ça continue cette story? Ouais, je pense qu'il y a plein de... Parce qu'ils ont quand même bien creusé déjà en termes de profondeur psychologique des deux personnages, etc. Mais je pense qu'il y a encore du terrain à couvrir. Puis même, ne serait-ce que par exemple, inclure Sting dans le ring, un tag team match, MJF, Wardlow, Sting et Darby, ça peut le faire aussi, pour continuer un petit peu. Ouais, moi c'est inclus Wardlow dedans, je suis tout de suite moins chaud. Mais bon, après, faut voir. Quand même. Ouais, non, mais Wardlow, il a du potentiel. Il n'est pas encore au maximum de son potentiel, mais il en a, je pense. On continue du coup. On a un Tag Team Championship match. C'est les Lucha Brothers contre FTR. Donc FTR qui leur a volé les titres par équipe de la Triple A. Volé. Bah, ils ont gagné. Écoute, ils sont champions Triple A, c'est tout. On sent le parti pris, le pressure de FTR. Jamais, je suis objectif, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Et donc dans un match plutôt dantesque, hein, quand même, ça allait un peu dans tous les sens. Bon, du coup, ça faisait un peu foutraque, mais c'était plein d'actions. Il n'y avait pas de temps mort. Voilà. Et puis au final, c'est juste la fin du match avec le délire de
de Cash Wheeler qui remet son masque vert là, de luchador de seconde zone. Las Ranas. Voilà, las ranas, et donc les grenouilles en français, il me semble. Et qui finalement se fait avoir par rapport à ça, et les Lucha Bros en profitent pour placer leur finisher et défendre avec succès leur titre. Voilà, moi j'en ai dit plutôt ce que j'en avais pensé. Qu'est-ce que tu en as pensé, Mehdi? Est-ce que tu as aimé ou pas du coup? Ah oui, moi j'ai plutôt aimé, mais on a vu mieux, je dirais, des deux équipes. Voilà, mais on peut peut-être aussi là voir quelque chose de peut-être de continuer, parce que déjà ils sont prévus, une revanche est déjà prévue, mais pour les titres mexicains le mois prochain à Triplemania Regia. Donc peut-être que là FTR va gagner, défendre leur titre ou pas, et après on aura la belle, quoi. On fait un coucou à Sabrine pour l'accent espagnol. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Raphaël? Moi, j'enchaînerai juste derrière. Ça va, j'ai bien aimé. Mais Oui. comme tu disais, en fait, j'ai un peu de l'avis de Félix. Je crois que c'était le bordel par rapport au match d'avant. C'est C'était ça, ouais. super bien construit, bien linéaire. Après, c'est que ce soit une qualité ou pas. Mais là, ouais, ça va aller vraiment dans tous les sens. Ça m'a un peu perdu par moment. Mais après, voilà, l'action était super bien. Les deux teams, de toute façon, se claquent. Il n'y a pas, Ah oui, pas là-dessus. grand-chose à jeter dans l'action in-ring. Après, c'est la construction du match en soi qui était bordélique. Il y a un Et peu aussi, ça. je tiens à souligner un truc. Ouais. J'avais jamais fait gaffe au thème de FTR. Peut-être qu'ils l'ont changé récemment. Mais ça envoie. Hein. Je sais pas confirme. qui c'est, faudrait que je me renseigne. Je confirme, ils ont changé leur thème, parce que leur premier c'était le truc qui faisait oh yeah, je sais pas quoi. Ouais. Voilà, qui était un peu plus Ouais, cette grave. espèce de thème années 80, ils sont dans un Oui. délire années 80 qui me plaît Oui, beaucoup. là c'est très synthé, et en plus le thème s'appelle Dark Side of TR, en référence à Dark Side of the Ring, j'imagine. Mais ouais, pour t'emboîter le pas, moi j'ai un autre rapport sur le côté, au-delà du côté footrack, c'est très bête, hein, c'est un manque de pragmatisme de ma part, je le confesse. Excusez-moi, chers auditeurs, auditrices du Catch à Cast, j'ai mes failles, je suis un homme mais j'ai Tu des es un fêlures, homme. comme dirait Kian Kojandi. Mais non, blague à part, j'avais encore le match qui leur a permis d'obtenir le titre dans les yeux, et c'est ce qui a ajouté à cette dimension un petit peu alors chaotique, c'est un peu dur, hein, un petit peu soufflotante comme ça du match, qui a fait que je le mettrais peut-être un tout petit peu en dessous, même si on est face à deux des... Ouais, je pense qu'on peut y aller, hein. Parmi deux des meilleures équipes mondiales, hein, les Lucha Brothers, pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Nos amis FTR sont loin d'être des Mickey non plus. Aussi, pardon. Et voilà, c'est simplement ça, c'est que j'avais vraiment le match donc, où ils ont gagné le tag team, champion de tag team face aux Young Bucks, qui était encore dans l'œil, complètement fou, tellement Ouais, je suis d'émotions, d'accord comme on avec dit. toi, j'y ai pas pensé sur le moment, mais effectivement, je pense que Ouais. ça joue. Ce match était tellement fou que C'est ça. forcément tu fais un comparatif, même involontaire. Et pareil, le finish aussi, tu l'as vite fait citer, Oui. Félix. Mais ouais, peut-être expliquer un peu où ils ont essayé, pareil, c'était Daxarwood qui était légal. Ils sont sortis du ring et ils ont mis leur masque là de grenouille pour essayer d'inverser pour que Wheeler soit le mec légal, mais ça n'a pas marché, donc il s'est fait pin. Mais comme l'ont beaucoup souligné les commentateurs, c'est pas le mec légal, donc la victoire était pas légale du coup. Mais au final, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu un dusty finish ou quoi. Enfin, l'arbitre, après, il a rien dit. Enfin, si, il a dit bon, bah, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui décide. Enfin, je sais pas, je me demande s'ils sont même pas plantés, en fait, dans ce finish. Je me demande s'il n'y a pas eu un souci. Peut-être. Mais bon, peut-être pas. Mais c'est vrai que ça aidait pas non plus à élever les matchs à un niveau qui aurait vraiment pu être bien plus ouf. Ouais, mais du coup ils peuvent en profiter pour Ouais, pour faire recommencer, quoi. continuer l'histoire, du coup. Pas recommencer, oui, voilà, c'est ça. Enchaînons, nous avons encore du tag team sur les bras. Nous avons un Falls Count Anywhere match. Bah, non, d'abord, il y a Miro Danielson. Ah oui, pardon. Ouais, quand même. En plus, j'ai la carte sous les yeux, mais je prends un cran d'avance. Je recommence. Je recommence. Nous avons un AEW World Championship Eliminator Tournament Final. Donc le gagnant sera le nouveau challenger numéro 1 au titre AEW, qui sera décidé plus tard dans la soirée, évidemment. Bryan Danielson qui bat Miro par soumission. Moi, j'ai beaucoup aimé. Comme tous les matchs de Bryan Danielson, il y a du yes derrière moi.
enfin, en face de moi. Et, mais en même temps, c'est du yes biaisé, hein, voilà. C'est un boy, donc forcément l'amour va forcément avec. Moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà Miro, son personnage est excellent depuis qu'il a le titre TNT. Et je vois Mehdi qui caresse son Bryan Danielson pop-up là, bah, pas pop-up mais Funko Pop, pardon. On n'a pas de Hangman Page, hein. Enfin t'en as pas, c'est dommage. Oui, pardon, je disais donc Bryan Danielson, Miro est un personnage génial depuis qu'il a le titre TNT, puis même après, tout ce délire avec son dialogue avec Dieu, le côté confessionnal, il faut qu'il entame sa propre rédemption pour se faire pardonner aux yeux de sa femme et pour montrer à Dieu qu'il est capable d'être toujours son champion malgré la haine qu'il a envers lui. Et Bryan Danielson, son personnage, c'est moi je catch tout le monde toutes les semaines à tous les shows et je gagne toujours différemment parce que moi je suis trop fort quoi. Tu vas faire quoi? Et là c'était un peu ça dans le sens où Danielson il essayait toujours de placer une soumission différente qui lui a permis de gagner des matchs précédemment sur Miro. Enfin, des matchs précédemment sur d'autres gens, mais qu'il essayait de les placer sur Miro. Et Miro arrivait à s'en sortir à chaque fois avec violence, fracas et voilà toute sa passion divine. Et finalement, c'est avec détermination et endurance que Danielson arrive finalement à l'avoir sur une autre soumission, encore une qu'il n'avait pas sortie jusqu'à présent, et qu'il arrive à vaincre voilà, le géant, le golem. Et donc à s'arroger un match de championnat. Qu'est-ce que t'en avais pensé, Raph? Ouais, alors moi je suis un peu partagé sur ce match. J'ai beaucoup aimé la fin. Pardon. À partir du moment où Miro taunt Bryan pour qu'il lui mette des kicks dans le torse, qu'il l'invite à sentir ses aisselles, comme on disait avec Félix. Ouais. Alors que tout le début du match, en fait, j'ai trouvé la construction assez bizarre. C'était super lent, assez lent. Un rythme assez haché en fait que j'ai pas trop compris. Il y avait pas le côté technique de Bryan qu'il a pu nous montrer contre Bobby Fish par exemple, ni son côté violent qu'on avait vu contre Vega. Même si bon, du coup c'est arrivé après, mais en fait, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vachement long à commencer en fait, un espèce de slow burn bizarre peut-être parce que c'était juste après un match qui allait à 1000 à l'heure et que j'étais encore un peu dans les cordes, dans le speed et du coup ça m'a surpris. Mais bon après voilà, comme j'ai dit, à partir du moment où il stone là par contre ça avec Danielson qui essaye de placer toutes ses soumissions et Miro qui lui Miro il contre pas une soumission, juste il tabasse l'adversaire jusqu'à ce qu'il lâche. C'est original aussi. Et ouais, c'était super, la fin était vraiment super techniquement et au niveau storytelling et avec et Miro qui n'abandonne pas au final, hein, qui passe out, qui s'évanouit. Tombe dans les vapes. Ouais, j'ai bien kiffé. J'ai quand même au final l'appréciation globale plutôt positive, très positive même. Bah écoute, globalement, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai juste eu une espèce de moment de surprise. Je crois que Félix s'était partagé quand justement, et c'est que c'est signe que c'est réussi, quand il est tombé dans les vapes. Moi, je pensais qu'il avait qu'il avait abandonné, mais j'avais pas fait attention sur le moment qu'il s'était évanoui. Pour moi, il s'était évanoui, mais il avait abandonné, mais de manière vraiment hyper abrupte, comme si on n'avait pas vu à cause d'un plan de caméra ou que sais-je. Mais en fait, non. Si on était un minimum attentif comme toi, on voyait qu'effectivement, il était tombé dans les vapes. Bah, comme je disais il y a quelques instants, pas grand chose à rajouter. Vraiment, je vous conseille de voir. C'est vraiment. Alors, contrairement à toi, Raph, j'ai été embarqué dès le départ. J'ai vraiment ressenti la violence du match très très vite. Bon, après, c'est vrai que les deux sont un petit peu des clients parfaits pour ça, pour vite te faire comprendre que bah, ça va en découdre, ça va faire mal. Et je trouve que ça a pas à rougir face à un autre match qui commence très vite sur les chapeaux d'eau, dont on va parler d'ici très bientôt, d'ici quelques matchs. Une petite précision pour celles et ceux, parce que on sait que bah, déjà vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Catch-A-Cast et vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le train de l'AEW qui, je pense, est vraiment un bon compromis pour des gens qui découvrent le catch. En tout cas, voilà, pour vous dire qu'il y a des petits termes techniques, hein, vous en faites pas, comme le mat wrestling, qui est en fait le fait de catcher vraiment au sol dans un héritage très de la lutte gréco-romaine, on va dire, et puis aussi le fait
fait, quand on a tendance à dire pin, hein, c'est l'anglicisme pour le tombé de 3. Donc voilà, c'est des petits réflexes à avoir si vous nous rejoignez et que vous voulez avoir comme nous la passion catchesque, mais au bout d'un moment, vous allez vous y faire, rassurez-vous, on fait un peu peur au début avec nos termes, mais on est sympa. Et ben on va continuer, je redonne le nom, Félix me dit, fais la transition, surtout vu le groupe qui attend, je me serais dit qu'il allait peut-être prendre le pas, mais non. Christian Cage et le Jurassic Express, donc composé de Jungle Boy, le chouchou de Félix, ainsi que notre cher Luchasaurus, évidemment, et c'est des tocs, hein, excusez-nous, on peut pas s'empêcher de renfreiner ça, contre les Super Click, donc Super Click, donc composé des deux Young Bucks et de Adam Cole, Baby, évidemment, avec un Falls Count Anywhere, donc on peut faire un tombé de 3 n'importe quel endroit sur le ring, en dehors, sur l'arrière de la voiture de Pépé et Mamie, donc tout est possible. Et ben écoute, on va te laisser commencer là carrément, Raphaël, plutôt que de à chaque fois de démarrer la critique du match. Qu'en penses-tu? Qu'en as-tu pensé? J'ai bien kiffé, hein. Après, moi les Falls Count Anywhere, ça doit être ma stipulation préférée, je Ah ouais, pense. d'accord. Parce que ouais, en général, j'aime bien tout ce qui est, comme on l'avait dit dans un ancien numéro de Catch à Cast, tout ce qui est hardcore, tout ça, c'est plutôt ma cam. C'est vrai. Et du coup, sans être hardcore, le Falls Count Anywhere, c'est comme souvent imaginatif, vu que le tombé peut être effectué partout, comme tu l'as dit. Mhm. Et du coup, ça va dans les backstage, ça va dans les parkings, dans les cuisines, un peu n'importe où, ça utilise un peu tout ce qui leur tombe sous la main, et ça, moi, j'aime bien. Et du coup, ce match, j'ai bien aimé. Bon, c'était le bordel, mais pas trop non plus. Il y a eu, tout le monde a eu le temps de briller, et il y a donc eu surtout on va dire cette mini-histoire avec Christian Cage qui dit à Oui. Jungle Boy de faire un concerto sur Adam Cole au début du match. Et Jungle Boy qui hésite, qui prend l'air, donc pour ceux qui savent pas, qu'il faut expliquer les termes, c'est mettre une chaise sous la tête de son adversaire et donner un coup sur la même tête avec une autre chaise. Voilà. Donc, un Bien sandwich chlassé, de tête quoi. et de chaises. Voilà, un truc bien vénère, hein, ça c'est bien vénère. Et Jungle Boy il hésite, il sait pas trop, c'est quand même très violent, et bon, Ouais. du coup il se fait rattraper, il se fait défoncer par je ne sais plus qui des frères Jackson, et qui du coup en écho, à la fin du match, il va le faire, il va passer le cap de la violence, et faire ça. Limite, je me suis demandé s'il allait pas justement limite lâcher le truc, Ouais. prendre ses distances avec Christian Cage par Oh, rapport à ça. ouais. Mais non, du coup, Euh, on, il s- y est allé, c'est aussi. Voilà. En se Donc j'ai regardant bien avec aimé. Félix, on s'est dit la même chose aussi. Ouais. Comment? Et on s'est dit la même chose avec Félix, en fait, en se regardant dans les Ah yeux oui, ouais. pendant le match, sans même parler. Mais et puis surtout, je pense que t'allais y arriver. Il est pas bien, quoi. Jungle Boy, à la fin, Alors tu sens qu'il y a un justement, il truc. est pas bien au début, puis après, bon, ils se font un câlin, le câlin victorieux, et ça va mieux. Tu vois, il est pas bien, mais pas très longtemps. Alors après, peut-être que ça va, ils vont peut-être en reparler après. Genre pas Mais bien, moi, genre j'aurais il bien aimé pourrait justement qu'il glisser. soit vraiment pas bien, quoi, qu'il fasse la tronche malgré la victoire. Oui, 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 oui. Ils s'appuient un peu plus là-dessus. Quand je disais il est pas bien, c'est tu sais, plus dans l'idée du sens du glissement, comme un Edge qui peut rester un peu en surface, à peu près qui se tient, et puis le moment où il va complètement vriller et vraiment devenir the ultimate opportuniste, voilà, comme ceux qui connaissent. Attends, on Et parle de Jungle Boy là toujours. non, je parlais d'Edge juste avant, comme exemple. Non, non, mais là par rapport Oui, oui, à ce que pardon. tu Sur le parallèle je que je vois. faisais, je parlais toujours Ouais, ouais, de c'est ça, ouais. Jungle Boy. Je Voilà. vois pas du tout Jungle Boy faire un truc comme ça. Ah, d'accord. Ok. Bah, moi, Pour moi, enfin, je voilà. pense, en tout cas, dans ce que je pense, en ça, c'est le mec, c'est le face ultime, le gentil ultime, et je vois pas comment il pourrait le faire turn comme ça. Je vois plus limite que ce soit une excuse pour que Christian turn sur Jungle Boy. Moi, je vais passer à mon interprétation, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai un gros problème avec ce qui se passe avec Jungle Boy, en fait. J'en ai pas parlé à Mehdi, parce que je pense que ça l'aurait trop déçu. Non, je rigole. Mais si, j'ai un problème avec la narration de Jungle Boy, parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que sous l'égide de Christian Cage, qui lui n'a pas peur d'aller au-delà des limites d'un babyface et de faire des concertos comme ça à ses rivaux, Jungle Boy, il avait du mal
Mais bon, il arrivait à se débrouiller quand même, mais il avait du mal à aller à cette limite. Et là, ce match-là, c'était un match initiatique pour lui de dépasser ce cap-là et de repousser les limites de ses valeurs en tant que personnage et de placer lui-même ce concerto, qui est quand même une manœuvre à la base de heel. Hein. Enfin, c'est Edge et Christian qui le faisaient pour en finir avec leurs adversaires quand ils étaient des vilains personnages. Et donc voilà, de passer de Jungle Boy à Jungle Man. Et puis en plus, depuis quelques semaines, il est en train de se faire une petite barbichette voilà, de bûcheron là, pour tourner la page sur son visage de bambin, parce qu'il est quand même assez jeune, hein, Jungle Boy, et vraiment de monter d'un cran sous le mentoring de Christian Cage. Mais pour moi, il me manque des nuances. Déjà, Christian Cage, ça reste un babyface, jusqu'ici. Et il place un concerto comme ça contre Adam Cole, qui est le plus gros heel de la Super Clique. Voilà, gratuitement. Donc déjà, je trouve ça un peu fort de café. Enfin, il aurait pu vouloir le faire, mais on l'en empêche, ou alors voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais ça fait quand même un moment qu'il les charge. Hein. Pour un peu argumenter sur ce que tu viens de dire, justement. Ça fait quand même un moment qu'ils sont sur leur dos en termes de build sur les différentes éditions de Dynamite, voire de Rampage. Oui, mais jamais ils ont vraiment dépassé une limite, tu vois, que ce soit verbal ou physique. Bon, ils ont été attaqués, mais c'est pas non plus. Ils s'en sont pas pris à leur famille. Voilà, bon. Un concerto, ça se mérite, en gros, quoi. Et là, pareil, quand Christian allait faire son concerto final dans ce match-ci, je vois Jungle Boy dans son dos et je me dis non, il va lui prendre la chaise. Et il va dire non, c'est mal, on va pas le faire. En plus, c'était Matt Jackson qui était à terre, c'était pas Adam Cole. C'est mal, on va pas le faire, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme eux, quoi. Et là, il aurait pu avoir une construction derrière avec Christian qui lui dit non, mais tu comprends pas, si tu veux t'élever, il faut que tu dépasses certaines limites, etc. Là, c'était un peu trop facile, quoi. Et du coup, en plus, t'as la réaction de Jungle Boy derrière qui est vraiment contradictoire. Enfin, en tout cas, on sent qu'il est dans ses contradictions. Il dit ok, j'ai fait ça, j'ai gagné. Mais est-ce que je regrette pas en fait immédiatement de l'avoir fait? Et puis même dans le match, plutôt dans le match, il y a déjà Christian qui lui propose de faire un concerto et il est interrompu parce que Jungle Boy met trop de temps à hésiter, etc. Et là, finalement, c'est fait. Et donc, du coup, moi, j'ai peur que soit ce soit juste, voilà, t'es devenu un homme, t'es violent avec les autres, tu peux abandonner un peu tes valeurs pour battre ceux qui te cassent les couilles, au lieu de t'élever au-delà de ça et de faire ce qu'il faut, mais de la bonne façon, entre guillemets, de la façon valeureuse, au niveau moral. Et finalement, alors que ça pourrait devenir autre chose, ça pourrait devenir, ouais, en fait, Christian, il l'emmène dans une mauvaise direction. Il va le séparer des Jurassic Express qui, eux, sont des babyface, voilà, qui ont aucune tâche, mais en même temps qui sont bloqués dans cette mid-card. Et l'argument de Christian, ce serait bah viens, je vais t'élever, je vais t'apprendre la vie. Mais du coup, c'est encore de la répétition aussi, parce que c'est ce qui se passe un peu avec Lio Rush et Dante Martin. Enfin voilà, soit ils veulent construire une histoire de Jungle Boy qui s'élève et qui devient un homme, entre guillemets, mais là, faut le faire bien, quoi, si tu veux le garder en tant que top babyface futur, ou alors, il faut assumer complètement, mais bon, à voir, voilà. C'est pour ça que ça me gêne un peu. Et après, sur le match lui-même, oui, c'était sympathique, c'était foutraque, mais sympathique. Et là, on avait le rose bonbon. Hein, je reviens sur le rose. On avait du rose bonbon qui piquait les yeux avec les Jacksons. Et bon, il y avait des trucs spectaculaires, mais c'était toujours bien contrôlé. Ils n'ont jamais fait des trucs suicidaires. Mais en même temps, c'était joli, quoi. On a eu un shooting star press de Luchasaurus, quand même. Ah oui, donc, c'est magnifique. Ça. Bah ouais. Voilà, en gros. À voir ce qui va se passer avec Adam Cole aussi. Tout petit bémol quand même sur le match, enfin deux même, un peu trop long, au-delà de ce qu'on vient d'expliquer sur Jungle Boy. Je pense que 5 bonnes minutes de moins, ou quelques minutes de moins, ça aurait fait le job. Et par rapport à ce que tu disais, Raphaël, moi je trouve que cette fameuse dimension, on va en découdre,
parce que assez souvent, hein, vous pouvez évidemment être en désaccord avec moi, mais je trouve que la stipulation Falls Counts Anywhere, donc où on peut faire un tombé n'importe où, il y a toujours une tendance un peu street fight sur les bords, ou en tout cas bagarre un petit peu. Et là, je trouve que ça a été amené, le rythme était bizarre, il y a eu toute une installation que justement j'ai trouvé trop longue avec les tables, etc., même si les actions qui en dépendaient étaient incroyables. Et ensuite, on est arrivé très péniblement sur la rampe, etc. Enfin voilà, la jonction entre les deux, un petit peu en moins au début et un petit peu en moins pour arriver sur la rampe et finir, ça aurait gagné un tout petit peu à être polish et ça aurait été parfait, quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Raph. Félix me fait signe qui valide, et puis après on Oui, passera au match. après, ouais, je l'ai pas trouvé si long que ça au final comme match. Enfin, j'ai pas les durées là, en tête, ni notées, ni Ouais, nulle part, hein. Mais je... je sais pas, après, voilà, chacun ses goûts. Moi, toi ça te convient. ça m'a pas Bah, dérangé. parfait. Tu me dis qu'il y a eu des installations longues avec les tables. Moi, je les ai même pas vues, quoi, les installations de tables. D'accord. Par Bah rapport à des écoutez, fois des mecs qui sortent deux chaises pour foutre une table au milieu avec une table par-dessus et des trucs sur les côtés et tout. Là, j'ai trouvé que c'était vachement digeste, justement. À moi, il y a carrément, je crois que c'est Luchasaurus qui se prend une table que j'avais même pas vue et j'ai vu personne l'installer, quoi. C'est parce que Mehdi Il y regarde a pas pas de assez surprise. de deathmatch en fait. De quoi? C'est parce que Mehdi regarde pas assez de deathmatch en fait. Ah, oui, ouais, c'est peut-être. pas faux, peut-être. Oui, et puis le dernier point qui fait que je suis d'accord avec Mehdi là-dessus, même si effectivement, moi je me suis pas rendu compte du délire des tables pour le coup, c'est que c'était beaucoup plus un street fight que le street fight qu'on va avoir plus tard dans la soirée, quoi. Ah oui, oui, c'est pas faux, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'était pas le False Count Anywhere le plus imaginatif. Il y a comme eu un petit spot de Christian qui saute enfin, qui se laisse tomber d'un balcon, c'était un peu sympa. Oui, c'est ça. Oui, puis c'était C'est safe. vrai ils se sont pas tant baladés que ça, en fait. Oui, parce que c'est ça que j'aime bien, effectivement, le False Count Anywhere, c'est qu'il y a de la Oui, balade. Mais là, c'est peut-être aussi parce qu'ils étaient trois, il y avait 6 personnes en tout, donc ça fait beaucoup. Tout ça oui. pour suivre, tu peux pas suivre tout le monde, quoi. Ça, un False Count Anywhere, c'est mieux quand un contre un, quoi. Classique. Et puis c'était pas dans les conditions d'un stadium Stampede où ils ont Oui, pas le ouais. public et tout ça, ils ont une arène limite jumelle où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis Stadium Stampede, c'était préenregistré en plus, donc En ils plus, pouvaient non, vraiment faire ce qu'ils voulaient. pas pour Double or Nothing. Je crois qu'il y T'es avait sûr? qu'une partie qui était préenregistrée, mais le reste c'était pas préenregistré, il me semble. Enfin bref. Ouais, peut-être. On passe à la suite avec un tag team match qu'on attendait évidemment tous. Surtout Euh, vous. voilà, c'est ça. Cody Rhodes, il y a déjà Mehdi qui vomit, et Wouhou. Pac qui ont vaincu les méchants Malakai Black et Andrade El Idolo dans donc un tag team match. Voilà, moi j'ai juste à dire une chose, c'est que Pac c'est un des top 5 comme disait Mehdi au monde, ça la reste. Et Andrade qui Ouais, c'est montre clair. quand même des super choses. Mais les deux autres, alors que j'adore Malakai Black, hein, mais les deux autres, c'est pas trop ça. Ouais, quand Cody ne catche pas, tout va, quoi. Pour reprendre une chanson d'Astérix pour les plus vieux. Non, moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Cody Rhodes, je n'en peux plus. Je pense que c'est la gimmick ultime sur le catch à cast, surtout partagé par moi et Félix. Mais ouais, Pac et Andrade sont incroyables. Alors moi je trouve que je sens tout petit peu dur avec Malakai Black que je trouve beaucoup plus quand même autrement plus carré, mais voilà, sinon honnêtement c'est assez dispensable, sauf si vous êtes vraiment, je dirais, fan de Pac et Andrade, où vous avez vraiment envie d'être perfectionniste et voir tout le pay-per-view. Mais je trouve que c'est peut-être un des matchs les plus dispensables, même plus dispensable limite que l'ouverture, quoi, que l'opener ouais, bref, que le pré-show. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Raphaël. Eh ben, on me dit que je suis pas objectif sur FTR, mais alors vous, c'est pas beaucoup mieux, hein, sur l'anticodisme primaire. C'est vrai, non, sur Cody, il n'y a pas de souci, je Ah, parce perds que tous mes moyens. enfin, non, c'est juste que je trouve que dispensable, tu vas un peu fort quand même. C'est vrai que c'était pas le meilleur match de la soirée, c'était peut-être même le plus faible, effectivement, au niveau mais il y a quand même eu des belles choses. J'avoue pas que, comme tu disais, Ah oui, bien sûr. Phoenix, je crois, Pac et Andrade quand même. Enfin, Andrade, en plus, ça me fait marrer, c'est un peu comme MJF, le mec se bat jamais. Mais quand il se bat, par contre, C'est fou, il a ouais. quand même Ouais. tendance à envoyer le plomb. Et ouais, Pac, j'adore, hein, il est vraiment trop trop bon. Et là, mais oui, je comprends pas comment vous pouvez ne pas aimer Cody, quoi.
C'est tellement un bon. Je laisse Félix, c'est au-dessus de mes forces. Moi, Non, mais moi j'adore. En fait, ça fait parce que j'étais Oui, comme vous à un moment. Dis-nous pourquoi t'adores. Voilà, c'est plus Ouais. important parce En que fait, nous, on s'est déjà exprimé plein de fois dessus, alors que Raph, on l'a pas trop entendu sur Cody. Parce qu'au début, j'étais comme vous. Jusqu'à, ou un peu après, la promo avec Ogogo, le fameux match tout bidon et la promo de merde qui allait avec contre Anthony Ogogo avec les histoires USA contre Angleterre, enfin les trucs patriotiques sortis des années 80. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, il est en train de péter un plomb. Et après, quand il a commencé à revenir avec ses putains de manteaux aux couleurs des États-Unis et tout, et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Le mec, c'est Homelander, en fait. Très bon parallèle. Celui sous cet Franchement, angle, parce que oui. Oui. le gars se prend pour un face, alors que ça a jamais été un face, en fait, dans la AEW, même dans la AEW, tu vois. Au début, il était acclamé parce que c'est lui qui l'a monté, c'est grâce à lui, entre autres, que la AEW existe. Et là, les gens, ils sont passés outre ce truc-là, et ils en ont marre de Cody, bah, comme vous, en fait. Et ils se mettent à le huer, comme on a vu ces dernières semaines et tout, et lui, il est en mode, il change rien, en fait. Il regarde un peu le public en mode, mais pourquoi et tout. Et il change rien à sa façon de catcher, comment il se met en avant, à tout ça, quoi. Et là, quand tu vois dans le match, parce que pour parler un peu du match, c'est entre Cody et Pac, ils ont gagné, mais ça s'est quand même pas très bien passé au sein de l'équipe. Ils se faisaient des blind tags en mode vas-y, passe-moi le relais. Non, je te passe pas le relais. Bon, bah, je le prends quand même. Ça a pas arrêté. Et à la fin, Cody qui se prend par erreur Pac sur un saut à l'extérieur et qui du coup revient pas. Il met super longtemps à revenir. À un moment, Pac veut faire le relais. Cody est pas là. Et ça c'est tellement une attitude de heel. Et ça me fait trop marrer en fait qu'il soit encore vendu comme un face, qu'il se vende lui-même en fait comme un face. Alors que j'ai l'impression que tout le monde a grillé que c'était pas le cas. Et enfin voilà, ça me fait bien marrer. J'espère que ça va arriver à un espèce de heel, de heel, mais qui est face dans sa tête en fait, mais que ce soit assumé en fait. J'espère juste que c'est pas vraiment Cody qui est complètement aveuglé par son propre éclat quoi. Enfin je sais pas si je suis très clair. Si, t'es très clair. T'es très clair, Et donc Baptiste. voilà, parce que ouais, il se bat comme un heel, mais du coup en fait j'aurais quand même préféré qu'il perde en fait du coup. Bah ouais. Pour que ça clash entre les deux, alors que là, bon, bah non, ils ont gagné. Voilà, en Oui, face, Malakai et Andrade, bon, bah, ils passent oui, un peu mais, pour des clowns, et voilà. mais c'est cool aussi que Pac y gagne aussi, quoi. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est surtout qu'il y a aucun sens, quoi, ce qui clash. Enfin, moi, le problème, c'est que Cody, là, il s'est tellement, justement, si on va jusqu'au boutiste sur ton raisonnement qui tient, hein, qui est hyper carré, c'est que, en fait, il est fâché avec la Terre entière, donc ça fait plus sens pour rien, et il est plus dans le délire d'élite, il est plus dans un lien, peut-être avec Arn Anderson, mais c'est dans sa propre écurie. Il a même plus cette espèce de côté de tutorat pour les plus jeunes. En fait, il a vraiment plus rien. Alors après, dans ton raisonnement, c'est peut-être ça qui est intéressant et qui fait qu'il y a des gens qui sont encore à être dans une supposition qui pourrait être face ou quoi que ce soit. Bon, pour moi, c'est acté que ça fait un moment qu'il est et que lui, c'est plus que c'est un heel qui s'ignore peut-être, hein, un peu comme un Monsieur Jourdain. Mais grosso modo, alors, je vais être un peu abrupt, mais comme on a tous nos coups de cœur et nos coups de gueule, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce mec-là ne m'intéresse pas. Et alors, je vais un peu dépasser le cadre du catch, on en a déjà parlé, mais dans ce qu'il vend, en fait, de listes, de candidatures à peine masquées pour de futures élections aux états-uniennes, mais réelles, hein, là, je précise pour ceux qui rejoignent, comme on disait, le train de la EW, c'est un mec qui se cache pas, je pense, entre les lignes de vouloir faire de la politique. Hein. Et je pense qu'il a les épaules pour, pas forcément sur les mêmes idéaux que je peux partager, mais il a les épaules pour. Mais voilà, c'est simplement ça. Et il y a un truc que tu as dit, Raphaël, qui est très intéressant. Tu disais là où d'autres, éventuellement, en substance, hein, j'ai pas un copier-coller de ta phrase en tête, mais le problème de Cody, c'est qu'il se réinvente pas et je pense qu'il n'a pas les moyens de se réinventer. Cody, ça a toujours été un mec en mode situationnel, même quand il était l'époque où il a été à la NJPW, où il est venu mettre son grain de sel entre Kota et Kenny et tout. C'est toujours un mec vraiment qui se pose là. C'est jamais un mec. Bon, après, j'ai peut-être pas suffisamment suivi vraiment toute son époque WWE, mais bon. Et Félix est en train de se noyer pour avoir un droit de réponse, donc je lui tends le micro.
Alors, je vais essayer de répondre à tout le monde. D'abord, sur ce que tu viens de dire, Mehdi, effectivement, c'est pas vrai. Je pense que Cody, il a, il a le moyen de s'inventer. Enfin, à la WWE, quand il s'est cassé le nez, il était à la base Dashing Cody Rhodes, et quand il s'est cassé le nez, il est devenu le fantôme de l'opéra et tout ça. Enfin, tu vois, il a recréé un personnage autour de ça. Stardust, il a essayé d'en faire quelque chose. Bon, là, c'est pas. Mais maintenant, effectivement, maintenant, son délire, c'est non, j'ai fait ma vie, entre guillemets. J'ai mérité d'être le héros de l'histoire. D'ailleurs, ça, c'est une réponse que je te fais à toi, Raph. Non, il n'a pas toujours été heel à la EW. Enfin, même qui s'ignore ou pas. La EW, elle est née, au contraire, sur sa charge émotionnelle de babyface. Que ce soit à All In avant même que la EW soit fondée, où il gagne le titre NWA en hommage à son père et tout ça. Donc tout ça, c'est un babyface, quoi, qui gagne, qui pleure de joie. Même chose au premier, ouais, voilà, au premier show, au premier pay-per-view de la EW, il se bat contre son frère Dustin Rhodes pour régler leur compte. Voilà, les tensions. Entre frères qui avaient été accumulés pendant des années, et ce match qui n'avait jamais eu lieu à la WWE et qu'ils arrivent finalement à faire, et au lieu de laisser Dustin prendre sa retraite, au contraire il l'accueille les bras ouverts comme son frère, en mêlant leur sang ensemble et tout ça. Enfin, tout ça, c'est un babyface. Même contre Chris Jericho, tout le monde est derrière lui contre Chris Jericho. Bon, il met même move de babyface over the top mais ultime. Il dit si je perds, je vous promets de sacrifier toutes mes chances futures au titre à l'avenir. Enfin oui, futur à l'avenir forcément. Donc non, pour moi il a pas toujours été ce heel qui se prépare ou ce heel qui s'ignore, etc. Là peut-être aujourd'hui, est-ce que parce que pour moi ça fait très longtemps qu'il s'ignore. Il a accumulé énormément de moves, je pense inconsciemment, de trucs qu'il fallait pas, d'entourage hyper nombreux qui fait très heal, je suis plus riche que vous, mais je suis quand même votre héros du peuple, quoi, tu vois. Ou je suis hyper patriote et je mélange un peu tout dans mes promos au risque d'aliéner une partie du public. Oui, ouais, c'est du en même temps de Macron, il me dit. Oui, c'est peut-être ça, mais on parlait de Charles de Gaulle la dernière fois, vous écouterez notre précédent podcast. Et puis là, en ce moment, lui le dit lui-même, il dit non, enfin il a fait même une promo un peu aveu, non, oui, effectivement, je suis un héros, j'ai tout pour l'être, j'ai une femme magnifique, etc. J'ai eu une cuillère en argent dans la bouche dès que j'ai commencé le catch. Oui, je fais des trucs à côté, etc. Mais je pourrais m'abaisser à plus bas. Et pourtant, je le fais pas parce que je suis un homme, un vrai. Et il dit même je ne retournerai pas ma veste. Parce qu'il veut faire son John Cena un petit peu. Voilà, ça c'est moi, je suis comme ça, et soit vous m'aimez, soit vous me détestez. Et puis c'est tout. Et Tony Khan s'est exprimé pour la première fois, donc le président de la EW, on le rappelle, s'est exprimé pour la première fois là-dessus, et il a dit oui, pour moi il n'y a pas de raison qu'il turn juste pour répondre aux huées, parce que c'est plus intéressant comme ça. Donc peut-être que depuis quelque temps, ils assument le truc et ils veulent peut-être construire quelque chose derrière, mais c'est très récent. Ça fait des mois et des mois et des mois que c'est comme ça. Que ça monte, que la sauce monte avec le public, etc. Et que ça vient pas de Cody Rhodes, quoi. Ou que c'est inconscient. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est Rhodes to the top, sa réalité, sa télé-réalité avec Brandy Rhodes, qui lui a fait voir certaines choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant, parce qu'on en parle. Mais je suis toujours pas convaincu là-dessus, ouais. Ouais, je dirais à suivre globalement, mais c'est vraiment pas pour finir sur arrondir les angles, mais je pense que les deux opinions se tiennent. Hein. Après, c'est toujours ce qu'il y a d'assez magique dans le catch, c'est même avec moult argumentaires, on peut toujours arriver sur des coups de cœur un peu plus prononcés.
Sauf si tu as envie de rajouter quelque chose après ces deux longues diatribes qu'on a pu faire tous les deux, Raphaël, on va continuer sur le match suivant. Non, bah, Ça te va? chacun son avis, écoutez, je vous entends. Ça- Et que de toute façon, s'il n'y a pas d'évolution dans 6 mois de Cody Rhodes, Oui, je serai voilà, le premier déçu. Et je rendez-vous rejoindrai dans, probablement cet avis aussi. Hein. Rendez-vous dans 6 mois. On arrive donc, tandis que Félix, effectivement, me fait signe, tel un Bernardo, que dans l'ordre des matchs, comme ça, Raphaël pourra... non, mais on va faire une double vérification. Normalement, oui, c'est ça. Nous avons le match pour le titre féminin, donc notre Dr. Dr. Britt Baker, DMD, du Morbier, comme on a dit. Alors pour que vous sachiez tout, on s'est tapé un délire vu qu'on a mangé une raclette en même temps qu'on regardait le Full Gear, donc ça explique ce jeu de mots foireux, contre Tay Conti, donc dont elle est venue à bout d'ailleurs, et conservation du titre. Moi je vais être assez concis. Alors évidemment ça marche bien dans le sens où le match est chouette, dans le sens où Jamie Hayter et Riba font toujours bien le job en mode sale coup et rigoloterie. Ribal qui à un moment pète complètement un plomb quand elle file son gant à Britt Baker et qui a commencé à hurler à la mort. Ça marche bien, on s'amuse bien, il y a du très bon catch, on a presque envie d'y croire, même si objectivement on sait quand même au fond de soi que voilà, Tay Conti elle est pas suffisamment encore là pour ravir le titre, et puis qu'il y a encore beaucoup de défense à faire, et que Britt Baker elle est tellement over the top que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, pas grand chose à dire. Je vous laisse les amis dire tout le bien ou tout le mal que vous voulez de ce match. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Voilà. Voilà, c'était pas la panacée technique. Les deux, bon, Tay Conti, elle a énormément progressé. Et puis elle a un bon background fighting. Hein, c'est du judo, je crois qu'elle a fait auparavant. Judo, Olympique. Et il y a un autre truc, Jiu-Jitsu, je crois aussi. Jiu-Jitsu brésilien. Voilà, vous savez tout. Et puis Britt Baker, elle continue de briller. Elle a même fait une entrée avec un guitariste et tout ça. Enfin, voilà. C'est vraiment. Le guitariste de Fozzy, exactement. De comment? J'ai plus son nom, mais c'est le mec de Fozzy. Ah, ok. Bah voilà. On comprend Qui tout. est le groupe de Chris Jericho. Évidemment. Et donc, ouais, voilà, un match qui fonctionne très bien. Tay Conti, on sent qu'elle est là pour gagner. Enfin, elle s'est même drapée de son drapeau sur le visage, etc. Donc il y a vraiment un enjeu derrière. C'est pas juste une défense de titre comme ça. Et puis c'est pas juste cette histoire de tu fais que montrer ton cul, etc. Qu'on a entendu les précédentes semaines entre les deux, quoi. Là, c'était vraiment du sérieux. Et puis Tay Conti qui réussit à contrer plusieurs fois la prise de soumission fétiche de Britt Baker et tout ça. Donc il y avait quand même beaucoup de choses. Et puis Britt Baker qui finalement réussit à l'emporter en filouterie, quoi. Parce que voilà, faut quand même affirmer le fait que ça reste une île. Et voilà, on passera au prochain challenger, peut-être Thunder Rosa à l'avenir, ou peut-être, je ne sais pas qui pourrait passer avant Thunder Rosa, mais en tout cas le règne continue et voilà. Enfin, franchement, elle pourrait le rester encore longtemps, championne. Ouais, je pense qu'elle devrait rester encore un peu effectivement championne. Alors moi, mon ressenti sur le match, bon, c'est un peu comme je vous expliquais en off. J'ai regardé donc ce pay-per-view dans des conditions un peu spéciales, que pour des raisons parentales, je l'ai regardé genre en 3 ou 4 fois en morcelé, quoi. Et bah du coup, j'étais pas super dedans, parce que du coup, j'avais donc dû arrêter pour m'occuper de ma fille, tout ça, et recommencer quelques temps plus tard. Et en repartant là-dessus, et je sais pas, il y a un truc, j'ai pas été super embarqué dedans. Je trouvais que c'était un peu lent, un peu mou, et voilà, j'étais pas dedans. Après, il y avait quand même de la bonne action, hein, ça se laissait regarder. Mais voilà, et peut-être parce que aussi, comme vous disiez, il y avait aucun suspense, en tout cas de mon côté, je voyais pas comment Tay Conti aurait pu l'emporter. C'était juste impossible dans ma tête. Donc voilà, je me suis pas super investi dedans, même si j'aime beaucoup les deux catcheuses. Britt Baker, super heel, et Tay Conti, pas techniquement, elle Super est face. très solide. Mais voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match au final, malheureusement. Et bah passons à la suite, et je m'en voudrais de ravir le micro à Félix. Juste
préciser simplement que j'ai eu un petit cafouillage parce que j'étais sur 2 sites, dont l'un des deux est Cage Match et carré en termes de répartition, mais il y a un autre site sur lequel j'étais qui ne donnait que les matchs masculins. Donc voilà, c'est pour ça que Félix me regardait et me faisait des signes de la main en me disant mais non, c'est pas celui-là le prochain, tout ça. Voilà. Et donc maintenant, le prochain, celui sur lequel nous étions. Et ben, c'était le match le plus attendu de la soirée. De moi, mais je pense de beaucoup de monde. Non, mais il y avait le main event évidemment, mais c'est tellement universel, j'ai envie de dire. C'était donc CM Punk contre Eddie Kingston. Voilà, les deux vrais gars, ils sont réels, comme disait Mehdi. Et voilà, un match express en plus. Enfin, il a pas vraiment duré longtemps et c'était très bien. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Avec un backfist de Eddie Kingston direct sur CM Punk qui l'a mis KO, voilà. Avant la cloche, il me semble. En plus. Oui, juste avant la cloche, effectivement. Et ils se sont fait du sale pendant tout le match. On a eu le premier sang donné par CM Punk sur un ring de l'AEW. En plus, CM Punk qui est arrivé en short un peu de MMA ou de kickboxing comme il les avait au début de sa carrière. Donc ça c'était symbolique aussi de la thématique de la rivalité parce que c'était beaucoup de haine stockée on va dire dans les deux cerveaux en opposition parce que Eddie Kingston en voulait beaucoup à CM Punk et à sa génération entre guillemets de ceux qui étaient un cran au-dessus de lui quand il avait commencé sur le circuit indépendant qui prenait Eddie de haut voilà, qui pensait que c'était qu'une merde, qui valait rien, etc. Et CM Punk qui disait non, on pensait pas que t'étais une merde, on pensait au contraire que t'avais eu du potentiel, mais que tu réussirais jamais à l'atteindre, etc., à le réaliser. Et tout ça pour donner ce match, voilà. Enfin, les deux étaient géniaux au micro, ils ont réussi à faire un truc en impro spontané génial. Et sur le ring, c'était super, c'était plus de la bagarre que de la technique, mais tant mieux quoi. Ouais, très clairement, là, que rajouter, hein, franchement, c'était peut-être mon match préféré, je pense, du show. Bah, je te rejoins aussi. Et ouais, expéditif, violent, et ouais, bah, rien de plus à dire, quoi. Regardez-le. Regarde. Regardez-le en plus vraiment. Avec le petit côté à la fin, petit côté où je me demande où ils vont aller avec Punk. J'espère que cette rivalité est pas finie parce que ça pourrait continuer à donner des trucs cool. Surtout qu'ils se sont pas serrés la main. Voilà, ouais. Ouais, voilà, Punk veut serrer la main de Kingston et Kingston voit ça et se barre. Et je me demande si, oui, où ils veulent en venir avec Punk en fait. C'est une vraie question. Et un peu C'est ce une bonne côté, question. Je trouve. je te regarde de haut comme le dit Eddie Kingston, où maintenant que c'est lui qui est un peu au sommet du monde. Après ces 7 ans d'avance, il est chez lui partout. Je me demande, je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont continuer ou pas, et s'ils continuent, ce que ça peut donner. Moi j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Je pense que et puis en plus moi déjà j'avais vu venir le délire de tu vas voir qu'il va vouloir lui serrer la main pour faire le truc un peu Oui, en ouais, plus oui, très c'est Ring clair. of Honor aussi hein, de serrer la main en mode code d'honneur, c'est bon je te respecte et dit qu'il voit clair dans son jeu de non mais je vois bien que tu continues à me prendre de haut avec tes grands airs, etc. C'est pas fini, quoi. Tu vois. Et je m'en fous de ton respect, en gros. Moi, je suis pas venu pour gagner ton respect, quoi. Je suis un grand garçon, j'ai pas besoin de ton respect. J'ai Ouais, trouvé j'ai ça rien à super. prouver de toute façon. C'est, En c'est- fait, il voulait juste lui faire fermer sa gueule, quoi. C'était. Ouais. Et puis même CM Punk qui, entre guillemets, inconsciemment, fait son John Cena avant de s'en rendre compte dans le match. Quand il a commencé à faire ses coups d'épaule, et puis après sa souplesse, et puis après il lève la main comme s'il allait faire un Five Knuckle Shuffle, là, un You Can See Me, et tout Ah ça, oui, ça ouais. c'était super. Bah d'ailleurs, j'ai vu un truc, je sais plus où, sur internet, où il faisait un parallèle entre la promo entre Punk et Kingston du Rampage de la semaine dernière, je crois. Mhm. Et un truc, un segment un peu pareil où justement c'était Punk et Cena, où c'était Cena qui parlait, qui prenait Punk de haut et Punk qui était un peu dans Lady Kingston là. Oui, ils auraient un peu ça en inversant les rôles, c'était assez intéressant Ouais, à voir. je l'ai croisé aussi, c'était une des promos avant Money in the Bank 2011, il me semble. Où Mm. vraiment CM Punk dit ses 4 vérités à John Cena jusqu'à le faire sortir de ses gonds, et John Cena lui met Oui, une c'est droite. ça, ouais, il attaque. Et là, à Rampage, c'était CM Punk qui mettait un coup de boule à Eddie Kingston pour lui fermer sa gueule.
Ouais, voilà. Et puis, ouais, du coup, on sait pas ce qu'on va attendre pour la suite, mais c'est bien, ça nuance un peu le personnage de CM Punk qui devenait complaisant clair. là. Avec ses Ah, vous êtes toujours content de me voir et tout, ça fait Oui, ouais, le plaisir. CM Punk, gros smile. Alors qu'on sait tous que CM Punk, c'est un gros connard rentré. Moi, j'ai beaucoup D'ailleurs, aimé. grosse pop pour Eddie Kingston. Première fois que Ouais. c'est pas que l'intégralité de l'arène n'est pas pour Punk. Ouais, tout à fait. Et, en tout cas, ouais, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis hyper redevable à Félix par rapport à Eddie Kingston, que je connaissais que très lointainement et qui m'avait dit d'un air complice une fois arrivé effectivement à la EW. Et regarde, tu vas voir, gamin. Et non, blague à part, vraiment, c'est un type non seulement à suivre, qui arrête pas de me bluffer en réalité. Qui tour à tour avec le recul effectivement me donnait une sensation de kitsch avec ce final effectivement explosif lol. On vous invite à aller voir vos anciens pay-per-view où il était effectivement à protéger les autres, ce fameux final où on est venu le chercher sur le versant de sa famille, côté vraiment classique de genre du mec de New Jersey quoi, avec qui on rigole pas avec la famille. Il a des origines italiennes d'ailleurs ou Alors, il me semble qu'il est moitié portoricain, moitié black, je crois, enfin afro-américain. Je crois que c'est ça, ces deux origines. À voir. Mais je vous conseille justement, il en parle dans une super tribune qu'il a écrite il y a cette semaine on vous mettra le lien avec le podcast où vraiment il se livre complètement. Enfin, il l'a déjà fait dans des docus, notamment de l'excellent Kenny Johnson. Mais là, il se livre à l'écrit. Où vraiment il parle de ses soucis de santé mentale, où il parle de sa passion du catch, où il parle de Moxley, parce que ça c'était un deuxième point que je voulais aborder, parce que Moxley, voilà, il devait participer à ce pay-per-view, c'est Miro qui le remplace en fait contre Daniel Bryan, hein. Enfin Bryan Danielson, pardon. Et donc il n'est pas là parce qu'il est à l'hôpital, il a été hospitalisé, Moxley, pour son problème d'alcool. Donc je pense qu'il a écrit cette tribune Eddie Kingston en référence à son pote Moxley, qui vient de sortir un bouquin en plus, enfin voilà, où il livre énormément de choses, Moxley. Et je pense que voilà, tu parlais de CM Punk, de la suite. Je pense que je sais pas quand Moxley reviendra et c'est pas la peine de presser les choses. Il faut vraiment qu'il traite son truc à son rythme. Mais il y a énormément de choses à faire avec Moxley et Punk et Moxley et Kingston et vraiment dire nous on vient de l'indé, on vient de la VVE aussi et nous on est là, pas Kingston mais presque, on est là depuis le premier jour quoi. Donc tu vas arrêter de faire ta star, ton sauveur et tout ça, t'es pas le Messi quoi. Nous on était là pendant la pandémie, on était là, il y a plein de choses à faire. Et puis dernier truc, parce que je crois qu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler, mais dans quasiment tous les matchs, non peut-être pas tous mais beaucoup, on a eu énormément de références à Eddie Guerrero. Énormément, Ah oui, dont celui-là. oui. Des Tres Amigos, des Frog Splash, des petits secouants. Les petits mouvements d'épaule. Voilà, parce que ça fait 16 ans, jour pour jour, que Eddie nous a quittés, Eddie Guerrero nous a quittés. Voilà. Enfin, il y a une dernière référence dans le match, le match suivant avec Chris Jericho qui était apparemment très ému à la fin. Mais on va en parler. Voilà. Enfin, je sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter sur ce match. non, Non, pas tout a été spécialement. dit. Alors on va en parler effectivement, mais pas de la meilleure des manières, parce que donc match suivant, justement après cette ode sentimentale et catchesque, un petit peu une purge, je suis désolé, hein, j'annonce mon feeling. 10 match tag team, donc match à 10, 5 contre 5, Minneapolis Street Fight entre The Inner Circle, donc Chris Jericho, Jake Hager, Ortiz et Santana, Sammy Guevara, contre The American Top Team, Andrei Arlovski, Dan Lambert et Junior Dos Santos, ainsi que les Men of the Year, Ethan Page et Scorpio Sky. Alors voilà, alors évidemment de vraiment, je dirais de vraiment solide et efficace du côté American Top Team, vous l'aurez deviné, on n'a que Ethan Page et Scorpio Sky de valables.
vraiment, c'est pas pour enfoncer le clou, parce que l'autre zigoto, effectivement, à faire le concon, et parce qu'il a été désigné par Chris Jericho, bah, on savait que ça allait être que du comedy wrestling au mieux. Mais les deux autres qui viennent du free fight, c'est vraiment pas fifou, quoi. C'est très approximatif. Bon, après, c'est pas leur métier, on est d'accord, mais ça se cale assez mal globalement. Donc voilà, moi c'est vraiment la plus grosse purge de la soirée. Et je vais vraiment, je vais vous parler de la raclette, je vais vraiment donner l'envers du décor. J'ai carrément piqué du nez pendant le match. Voilà. Bon, c'est la digestion qui a pas dû aider, mais je pense que honnêtement, le match est vraiment pas là pour soutenir. Voilà. Bref. Je m'arrête là-dessus, ça donne une petite base dont on va pouvoir discuter, Raphaël, et puis Félix t'emboîtera le pas. Ça marche. Bah, une fois de plus, il va falloir que je nuance, hein, c'est comme pour Cody Rhodes, je vois que t'es pas objectif. Non, je déconne. Alors, sans parler de purge, je m'attendais vraiment, effectivement, au match de la gênance, quoi. Où t'as trois mecs qui sont pas catcheurs dans une des deux équipes. Sachant que j'étais super étonné que ce soit ça, le Common Event, et pas Punk et Kingston. Et ça, je pense que c'est le côté, j'imagine, American Top Team qui doivent peser lourd niveau thune, donc peut-être qu'ils ont exigé d'être en Common Event. J'en sais rien. Je pense pas, je pense que c'est juste le booking à l'américaine, un peu comme à la WWE où ils avaient la mauvaise habitude de mettre un match féminin avant le main event pour faire redescendre. Un peu, voilà, c'est ça. Que les gens soient vraiment chauds pour là. Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, après, voilà, je suis pas booker, hein, même si je suis fan et que bon, quand on est fan, on est toujours. Il y a autant de bookers que de fans, comme a dit je sais plus qui. Enfin bon, et du coup, au final, je m'attendais vraiment à rien, voire pire. Et bon, bah, j'ai été. Ça passait, quoi. J'ai vu que tout le début, c'était assez naze. Effectivement, Arlonovski, ou je sais plus quoi, Andrei Arlovski. Il y a eu des trucs vraiment pas ouf là. Je me rappelle notamment de Dos Santos qui fait un standing moonsault, qui a presque fait une Brock Lesnar, qui est retombé limite sur sa tête, quoi. Et pareil, le premier segment à Karlowski contre Jack Hager, où c'était pas. Les timings étaient pas ouf. Vraiment, voilà. Mais bon, après, au bout d'un moment, peut-être c'est moi qui me suis dit, bon, allez, on s'en fout, c'est des bilos, on va regarder, et puis voilà. Et puis ça se tapait dessus avec des grippins. Grosse emphase sur le grippin, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est un truc connu de Minneapolis ou pas? Vu que le gimmick c'était un Minneapolis Street Fight, il se tapait dessus avec des trucs du coin. Donc il y avait quoi? Des skidos et des crosses. Ouais, il y avait des crosses de hockey. Voilà, en fait, je trouvais ça débilos. Et sur la fin, ils ont enchaîné quelques grosses potes, dont Sammy Guevara qui saute d'une échelle super haute, qui était assez impressionnant. À la Jeff Hardy. À la Jeff Hardy, exactement. Et du coup, voilà, je pense que j'ai mis mon cerveau en off, en fait. C'est comme quand tu regardes Fast and Furious, au final, c'est débile, mais... Tu m'expliqueras voilà, comment tu fais. J'ai un peu rigolé. Et encore, je suis méchant parce que j'adore les Fast and Furious, bien plus que ce match. Mais bon, Oui. par contre, le vrai scandale, j'ai trouvé que c'était de faire gagner The Inner Circle. J'ai pas compris, quoi. Parce que du coup, Ethan Page et Scorpio Sky, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais après, je suis content que l'Inner Circle ait gagné parce que ça suffit. Hein. Je suis content qu'ils aient gagné parce qu'on a une petite chance que ça s'arrête. Voilà, qu'on passe à autre chose. Parce que, bon, American Top Team, voilà, Dan Lambert, c'est donc le coach principal de ce team, de ce bootcamp, je sais pas comment on appelle ça, ce club, ce dojo. Camp d'entraînement. Voilà, camp d'entraînement, merci. De MMA, dont faisait partie notamment Bobby Lashley, par exemple. Pour les connaisseurs, entre autres, et un immense fan de catch. Il fait son Jim Cornette en gros, hein, voilà, avec son survêt, voilà. Et puis les deux osos qui l'accompagnaient, c'était des anciens champions UFC qui sont à la retraite, etc. Et puis on a eu par le passé Jorge Masvidal, qui est un champion actuel de l'UFC, qui avait mis un coup de genou à Chris Jericho, puis après on l'a plus jamais revu. Et puis Paige Van Zandt, une combattante MMA aussi, qui a eu beaucoup de promos avec Chris Jericho, mais là elle était absente, on ne sait pas pourquoi. Mais tant mieux, parce que les promos avec Jericho c'était bas du front, voilà. Oui, et voilà, on se disait avec Mehdi, mais putain... Qu'est-ce qu'ils vont faire de Scorpio Sky et Ethan Page? Heureusement, ils ont du temps d'antenne avec ça, mais ils méritent pas ça, quoi. Ils méritent beaucoup mieux. Surtout Scorpio Sky.
même si Ethan Page est très talentueux, mais voilà, Scorpio Sky, ça fait longtemps qu'il est là, il mérite bien mieux. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait après de Man of the Year? Inner Circle, voilà, ils sont gagnants, mais bon, ils gagnent pas grand-chose non plus derrière. Enfin, Sammy Guevara, il va reprendre son rôle de champion TNT. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite, mais juste après, il y a Tony Schiavone qui a introduit la nouvelle grosse signature de la AEW, et c'est Jay Lethal, ancien champion de tout ce qui pouvait être gagné à la Ring of Honor, et qui, suite à la prochaine inactivité de la compagnie, a été libéré de son contrat et donc arrive à la AEW. On vous reparlera sans doute de la Ring of Honor le mois prochain avec leur dernier show Final Battle. Enfin voilà. Et puis pour le match en lui-même, effectivement, moi j'ai pas compris. Le début de match, c'était un match classique 5 contre 5. Je me suis dit, finalement ils ont enlevé le street fight. Peut-être qu'ils vont nous faire un 5 contre 5 à élimination avant les Survivor Series. Et puis après, non, en fait, tout le monde sort et puis on va sortir les grippins, les crosses de hockey, et puis on va foutre le boxon. Voilà. Surtout que c'était très redondant par rapport au Falls Count Anywhere, qui était beaucoup plus street fight. Parce qu'en plus, les babyface avaient des jeans, et un jean, ça veut dire un street fight, dans le catch. Enfin voilà. J'étais content que c'était terminé, mais c'était un peu la purge, ouais. Mais en tout cas, oui, si tu arrives vraiment à passer, je pense, ton cerveau en mode détente, en appréciant le match pour ce qu'il est, ni plus ni moins, je pense que ça peut passer, mais c'est vrai que c'est mauvais timing, hein, comme je disais, c'est pour ça que je vous donnais les circonstances. Hein, raclette et comédie wrestling mal rythmée ne font pas bon ménage. Voilà, c'est tout. Non, mais ça, c'est juste que vous êtes des smarts, hein, c'est tout. Moi, je suis un vrai fan du peuple. Des smarts qui font de la raclette. Non, on a voilà. En tout cas, laissons-nous cette étiquette de smart et allons au bout du bout, jusqu'à l'infini et au-delà, avec le dernier match de la soirée, effectivement le match pour le titre AEW, Adam Page contre Kenny Omega, accompagné de Don Callis. Et donc, comme le dit si bien nos amis de Cage Match, changement de titre, parce que effectivement, Adam Page est venu à bout de Kenny Omega. Écoutez, je vais vous laisser commencer, messieurs, parce que c'est vrai que j'ai pas mal initié les matchs précédents. Félix. Voilà, c'était le match qu'on attendait tous, le match qu'on attendait depuis le début de la l'AEW. Hein. On en parlait toujours, plus ou moins. On se disait oui, ça se dirige là-bas, dans cette direction. On savait pas à quel moment on allait la voir. On pensait que ça allait être à All Out plutôt cet été. Et je pense que c'était le plan initialement. Parce qu'il y avait tout un truc sur le slogan du pay-per-view, c'était là où se font les champions. Et puis il y avait toute cette feud avec Kenny Omega et Hangman Page qui s'était ravivée au moment de l'été, où Hangman Page avait repris confiance avec le Dark Order et leur amitié, où il avait recommencé à avoir des victoires sur Matt Hardy, etc. Donc sur Brian Cage, ces groupes-là. Et puis finalement, Page s'est absenté, donc ils l'ont un peu dégagé. Omega l'a un peu dégagé à l'écran, en mode non, t'es pas prêt, on te bat, t'auras pas ta chance contre moi, etc. T'es pas dans la même ligue que moi, mais en fait, en réalité, Hangman Page a eu son premier enfant cet été, donc il devait s'absenter de All Out, et donc ça a un peu, je pense, différé les plans de l'AEW. Et donc on l'a eu à Full Gear. Il est revenu, il a fait la surprise à un match de l'échelle au Dynamite Anniversary, il me semble, où il a eu le gros truc de poker, le jeton, le petit jeton, où il a fait tomber Moxley de l'échelle, le geste symbolique de je me débarrasse d'un ancien champion pour prouver que moi je peux en devenir un. Non, une blague. Il fait des blagues, il est un blagueur. Et voilà, et donc on a eu un match entre les deux chargé d'émotions, alors que le build-up était pas si chargé que ça. Ils en ont parlé, notamment quand Hangman Page a fait sa promo, quand il y a eu la signature du contrat, ils ont échangé quelques mots, mais il y a énormément de bagages, quoi. Ça fait presque 2 ans que c'est prévu tout ça, hein, depuis que Hangman Page avait promis
qu'il serait le premier champion du monde de la EW. Finalement, il n'a pas réussi, qu'il s'est éloigné de The Elite parce qu'il se sentait un peu le loser du groupe et qui voulait prouver sa valeur en dehors de ce patronage-là. Que finalement il a trouvé la réussite avec Kenny Omega en équipe, mais que les deux fonctionnaient pas si bien que ça, parce que Kenny Omega lui donnait le bénéfice du doute, alors que Page se noyait dans l'alcool progressivement, que voilà, et que finalement il a trahi un peu tout le monde sans le vouloir, qui s'est fait manipuler par FTR, que finalement le Dark Order a essayé de le recruter, lui il n'avait pas du tout envie de rejoindre un groupe, et finalement il a réussi à être séduit par le Dark Order, surtout après la perte de Brody Lee en fin d'année dernière, où finalement voilà, il les a rejoints, mais je suis pas avec vous, mais je suis pote avec vous quand même. Pour tout ça, je vous conseille une super série de vidéos là, qui a fait surface cette semaine, c'est The Good, The Bad and The Elite, qui fait en plusieurs épisodes tout l'arc Hangman Page, plein de vidéos montées, etc., sans voix off, juste ce qui s'est raconté sur Being the Elite, sur la EW, même sur, par exemple, il y a des citations de Dave Meltzer et ce genre de choses. C'est vraiment super bien fait. Ça résume vraiment bien, et en plus c'est un gars, j'ai appris ça, c'est un ancien, il s'appelle Brian Mann, le gars qui fait ça, la chaîne s'appelle Outside Interference, je crois, et Brian Mann c'est un ancien de l'équipe créative de la WWE. Voilà, pour vous dire, ce que regardent les scénaristes de la WWE, c'est la EW. Voilà, et le match en lui-même, alors ça a commencé un peu timidement, voilà, ça prenait un peu son temps, mais après on a vraiment eu du high level, on a eu des trucs très symboliques où Kenny Omega était un peu en mode automatique, ok c'est Page, mais moi je vais faire mon match comme d'habitude, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et en fait si, ça marche pas, parce que Page il le connaît par cœur, il arrive à lui contrer plein de prises, à reprendre le dessus. Lui il a beaucoup plus de choses à prouver, donc du coup il a beaucoup de feu en lui, il le défie, il lui met une lariat, il l'atomise, il enchaîne toutes les prises, il lui met même un One-Winged Angel, et Kenny Omega est le seul catcheur après Moxley, mais bon, Moxley c'était dans un contexte différent, hein, Révolution. Il faut écouter notre podcast là-dessus pour savoir. Mais c'est Omega qui s'en sort de sa propre prise. Enfin bref, et tout ça finit avec les Young Bucks qui arrivent au ring, parce qu'évidemment il y a Don Callis qui fout la merde, mais Page s'en sort, et puis les Young Bucks arrivent et on croit qu'ils vont aider Omega évidemment, et puis il y a un petit échange de regard avec Hangman Page, et tu vois que Matt Jackson il dit vas-y, allez. En gros ça suffit, il a fait assez de conneries comme ça, il a besoin de vacances Kenny, il faut qu'il se repose. Et puis voilà, et puis le Dark Order qui vient évidemment le soulever et célébrer la victoire de leur cowboy préféré. Bon, voilà, c'était très beau. En plus, le match ne durait que 25 minutes, je vois ça sur les résultats. Enfin, que 25 minutes, c'est très bien. Mais c'est pas non plus excessif. C'est pas un main event de la New Japan qui dure 40 minutes où on n'en voit plus le bout. Voilà, c'était très, très bien. Il n'y avait rien à dire, quoi. Raphaël. Bon bah ouais, t'as tout dit Félix, écoute. Hein. Bah bravo. Bravo, qu'est-ce qu'on fait nous derrière? On va boire des coups pour fêter la... Non bah ouais, pas grand chose à rajouter, hein. C'était que d'émotions. Oui. Du début où Omega arrive au ring, et il y a un mec dans le public qui avait un panneau au premier rang. Corey Kota, il y avait marqué sur le panneau What oui, Kota says. Ouais, Félix me l'a fait remarquer. Qui s'arrête et qui regarde ce panneau avec une gueule en mode Parce que du coup, vu qu'au dernier Rampage, Dynamite, Hangman avait fait référence déjà sans le citer à Kota. Ça déjà, rien que ça. Tout à fait, oui. Rien que ça, à la signature, ouais. T'as jamais réglé tes trucs en duo. Pareil, donc je vais pas redire tout ce que t'as dit sur le match, mais ouais, Hangman qui fait un Winged Angel, Omega qui fait le buckshot, tout ça, enfin c'est... Et du coup, en fait, moi je regardais le match et j'étais un peu dans une espèce de cold tart, un peu dans les vapes comme ça. Alors je sais pas si c'est parce que je venais de m'en sortir avec les couches merdeuses, je parle pas du match d'avant, c'est par rapport à ma fille, et que j'étais fatigué, que c'était déjà le 4e tronçon que je regardais, voilà. Mais après j'étais un peu comme tu sais, comme quand tu finis un jeu vidéo, ouais, dans du coton un peu, c'est que t'es là en mode ah bah ça y est, c'est fini, ouais. Ah putain, c'était cool quand même.
Et là, je me dis, bah voilà, cette storyline de 2 ans s'arrête. Ouais. Et j'aurais voulu que ça continue, limite. J'étais pas sûr que. Je me doutais qu'il allait gagner Page, mais j'étais pas non plus sûr. Et je me demandais, mais je suis pour qui au final? Je suis pour Page parce que putain, merde quand même, quoi. Ou je suis pour Omega, histoire que ça continue, que Page retouche le fond une 4e fois et qu'il remonte. Mais bon, ça aurait sûrement fait trop, je ne sais pas. Mais... Ça aurait fait trop, ouais. Ouais, je pense que ça Et aurait- voilà, et à la fin, il gagne, et il y a le Dark Order qui vient, qui lui tend une bière, elle lui prend Ça, la c'est bière, génial. il la jette, et ils Ouais. se font un câlin. Alors, est-ce qu'il s'est sorti de ses problèmes d'alcoolisme ou pas? Bah, est-ce que vraiment c'était un problème, l'alcoolisme? On sait même pas, ça se trouve. Ouais, comme tu dis, les Bucks qui font le petit Matt, qui fait le petit regard en mode vas-y, et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que depuis le début, en fait, c'était le plan des Young Bucks de jouer les connards pendant un an pour remettre, pour construire Hangman, pour qu'il prenne confiance en lui, pour battre Kenny, pour remettre Kenny dans le droit chemin, si ça se trouve? Ah là là, c'est pas quel impossible, match. ouais. Je ne sais pas, mais Ouais. c'était fou. Sachant que dans les recaps, il y avait aussi ce fameux moment qui a été signature où on s'était tous dit, on attendait le vrai clash au sens où Kenny allait lui mettre un coup, qui est le truc peut-être le plus vulgaire à faire, hein, vulgaire vraiment au sens commun, c'est-à-dire de chlasser son coéquipier pour dire vraiment que ça marche plus entre nous. Mais en réalité, il l'avait pas fait hein, à l'époque. Hein, on rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi là, depuis le début, ils étaient en champion tag team par équipe et il l'avait laissé en fait tomber alors qu'Hangman voulait tomber dans ses bras pour qu'il le soutienne et littéralement et en réalité il l'a pas fait et ouais c'est génial ce que tu dis Raphaël le fameux fin d'un jeu vidéo c'est un peu ouais comme les jeux d'arcade thank you for playing enfin thank you for watching merci d'avoir regardé et moi je vais simplement enfoncer le clou sur un truc je vous entends beaucoup dire ça fait genre plus de 2 ans. Pour moi, c'est vraiment un tout. Alors évidemment, pour ceux qui nous écoutent, comme on dit depuis le début, qui prennent le train en marche des différentes fédérations de catch, etc. On aura des petites surprises d'ailleurs à vous présenter d'ici peu avec Félix pour reprendre le train en première classe. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien plus de 2 ans. Pour moi, c'est depuis les débuts de Big D Elite à la NJPW et la ROH, et justement tout ce qui a amené à la construction de la EW et où Hangman Page avait déjà ses problèmes de confiance, d'assumer qui il était, son talent, etc., qui déjà à l'époque crevait l'écran, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais c'est vraiment intéressant de voir Félix est un petit peu, je redonnerai le micro pour conclure, est un petit peu moins d'accord sur crever l'écran, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'était vraiment un super ascenseur émotionnel qu'on peut tout à fait prendre en marche, soit par les récaps si on rentre actuellement dans la EW, parce que on voit des signes qui sont suffisamment flagrants, fins, c'est très bien ciselé, c'est très sobre, le match manque absolument pas d'intensité. Vraiment un match à recommander au sens large du terme sur quelqu'un, le classique, si vous deviez faire comprendre que le catch peut faire passer des émotions, bah voilà, Je suis ça pas en tout est à un. fait d'accord, je me permets de t'interrompre. Oui, je t'en Parce que prie. c'est un match à recommander, mais dans sa story globale. Et c'est compliqué, justement, d'apprécier ce match, je pense. Enfin, de l'apprécier vraiment. Si t'as pas vu tout ce qu'il y avait avant, si tu connais pas les différents protagonistes, les liens qu'il y a entre eux. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais vraiment avec un bon récap comme celui que nous proposait justement Oui, Félix tout à l'heure. effectivement. Mais t'as raison de Et encore, même préciser. avec un récap, t'auras pas la charge émotionnelle, je pense. C'est sûr, mais ça à vaut. 100% Ouais, dedans. c'est sûr. Mais ça vaut pour pas Et par mal contre, je d'arcs. voudrais... Oui, excuse-moi. mais je t'en prie, Je voudrais aussi vous poser une question, du coup. Yes. Est-ce que vous pensez que, du coup, pour le futur, Hangman, il va avoir les épaules, du coup, pour être champion? Tu vois, c'est un truc que je me suis dit. Moi aussi. Autant ces promos d'avant, là, elles m'ont plutôt séduit. Et quand je l'ai vu avec la ceinture à la fin, je me suis dit, je sais pas. En plus, je crois que c'est le seul champion AEW qui a pas gagné des ceintures avant, dans d'autres promos avant. C'est son Je premier suis- championnat, il me semble. À part, si, bah, ceinture par équipe, tu me diras. Je vais répondre en un mot, dubitatif, et je vais laisser la parole à Félix, parce que non seulement il va te répondre, et en plus il va pouvoir répondre au fait qu'il n'était pas totalement d'accord que Hangman Page crevait l'écran avant il devient fou. Non, si, qui crevait l'écran, si. Bon, voilà, il a été jeune catcheur lui aussi. Il n'était pas charismatique dès le début, mais charismatique. Mais non, c'est pas par rapport à ça. Je disais dans Being the Elite, rappelle-toi, avant All In, par exemple, il a quand même été un tueur psychopathe. Il a quand même tué
Joey Ryan, voilà, on le nomme, mais Oui, bon. ça d'accord, mais Enfin voilà, quel c'était rapport pas genre le destin dès le début, ou en tout cas pas ouvertement. C'était plus, voilà, on fait quelque chose, on développe la personnalité de Hangman Page, on lui fait faire des trucs. Vous Ah non, mais gardez je dis calme. pas je dis pas qu'il a pas de personnalité, hein, j'adore Eggman Page. Mais est-ce qu'il aura les épaules pour, Ah oui, pour oui, être, oui. pour être champion? Ça, c'est une autre question, effectivement. Moi, je pense qu'il est tout à fait prêt pour être champion. Il l'a prouvé dans sa promo post-victoire du jeton, où vraiment il a pas bégayé. Enfin, voilà, il a délivré ce qu'il devait délivrer avec émotion et force et clarté. Enfin. Et puis sur le ring, il est super. Le personnage est complètement suivi, nuancé. Enfin, on a eu énormément de développement de personnalité, de personnage, pardon, de psychologie sur Page. Donc, on sait à quoi s'attendre pour ceux qui suivent la EW depuis quelques temps. Voilà. Et puis, il est super populaire. Enfin, vraiment, il est le champion babyface que tout le monde voudrait avoir dans sa promotion. Alors, effectivement. Ça, c'est un point à soulever. C'est le premier champion AEW qui n'a pas été une grosse star ou un champion du monde avant, ailleurs. On avait Jericho. Oui, Enfin, j'ai envie de dire enfin, aussi. c'est la première vraie top star créée par l'AEW. Et ça, c'est merveilleux quand même. C'est quelque chose à marquer d'une pierre blanche. Et il y a donc beaucoup de questions qui se posent. C'est quoi la suite pour Hangman Page ? C'est quoi la suite pour The Elite? C'est quoi la suite pour Kenny Omega? Mais c'est bien aussi de laisser des questions en suspens et de voir se développer des choses. Hangman Page, il aura sans doute un match contre Bryan Danielson, donc ça, c'est des trucs voilà, à construire derrière, ça peut être très intéressant. Adam Cole, évidemment, il y a quelque chose qui attend d'être fait avec les deux. Puis il y a une batterie de heels très capable à la EW pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et puis moi, je pose ma petite prédiction là. On parlait de Cody plus tôt. Moi, je pense que si vraiment ils font quelque chose de Cody en heel, d'annuler sa clause de sacrifice pour détrôner Hangman Page, ce serait magnifique. Ce serait les plus grosses huées qu'on aurait jamais entendues, je pense. Mais après, faut que ce soit bien fait. Mais je laisse la EW avec grande confiance là-dessus. Mais voilà, oui. Enfin, je crois que j'ai tout dit. C'est merveilleux. Unbelievable. Et bah écoutez, on en arrive au bout de ce récap. Merci, messieurs. Et sinon, du coup, Oui. attention, Pardon. arrêtez tout aussi. Attention. Je viens de voir un message d'un autre membre du Catchakas qui malheureusement ne Oui. peut pas être avec nous en vocal ce soir. Mais on a oublié. Il y a Ishii qui va être au prochain Dynamite. Ah oui, mais oui. Putain, bien sûr. alors ça, quand ils ont annoncé ça, j'étais comme un fou. Gardons-en sur le coude et pas tout seul. Hein. Il va être avec. Bah un ouais, alors certain- malheureusement, il est en équipe avec Orange Cassidy. Oh moins... Toi, tu vas avoir des problèmes, toi. Ouais, je savais que ça serait Chacun son dur. tour. T'as raison. C'est de. Ah, ça, c'est j'ai de aussi bonne toute guerre. une diatribe sur Orange Cassidy, mais bon, là, c'est pas le. Et bah c'est pas le jour. justement, on la gardera pour peut-être ce récap-là ou autre chose avec plaisir, tu le sais. La porte est grande ouverte. Félix, Raphaël, merci beaucoup à tous les deux. Pas de rien. On se retrouve comme d'habitude, enfin vous nous retrouvez sur Twitter et Facebook pour les messages en tout genre, les annonces d'émissions, les petites infos, les petites pastilles rigolotes que Félix se décarcasse en plus du montage à vous faire. Merci vraiment à lui. Merci à toi Raph, malgré la dimension très mouvementée comme tu nous l'as dit tout au long de Ouais, l'émission. y a pas de quoi, ça me fait plaisir. On salue par l'esprit effectivement, elle n'est pas morte, tout au plus de fatigue, Laure évidemment, qui sera, je l'espère, avec nous sur la prochaine émission. Je vous fais et des bisous à vous et à tous les auditeurs. Et bah c'est parfait, c'est partagé. Salutations à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Catchakas. Ciao. Ciao.